Julie, bonjour. Tu attendais dans les coulisses et te voilà avec nous en direct. Merci beaucoup de participer à ce live avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invité, puis bonsoir tout le Oui, monde. je suis très content que tu aies accepté ce live parce que ça fait longtemps qu'on est en contact. Ça fait Mhm. longtemps que j'ai envie de collaborer avec toi. C'est une première collaboration et je suis content qu'on puisse parler autour de ton travail et autour de tes images. Alors, quand on a préparé cette discussion, je t'ai demandé de choisir une image qui peut-être pourrait te caractériser ou qui pourrait présenter ton approche à ceux qui ne te connaissent pas. Et c'est l'image qui apparaît là à l'écran. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette image justement, peut-être pour te définir un petit peu photographiquement? C'est toujours un peu dur de se définir en une image parce que Mm, j'ai eu tendance à choisir une image un peu lisse, entre guillemets, qui dérange pas trop, alors que j'ai des images qui peuvent être un peu plus mm, peut-être dérangeantes ou choquantes, mais celle-ci néanmoins, elle traduit assez bien mon imaginaire qui est toujours entre rêve et mélancolie. Souvent il y a ces mm, émotions-là, il y a en fait de la nostalgie aussi, et souvent ce format-là, et souvent des autoportraits, mais c'est surtout pour les émotions que je l'ai choisi, à savoir, je fais des montages, je fais des mises en scène, mais qui sont pas mm, forcément spectaculaires, qu'on met pas forcément plein la vue. Ce qui m'intéresse, c'est surtout quelle est l'émotion qu'il y a derrière. Et donc là, on a cette petite montgolfière qui a un côté un peu mignon, un peu conte de fées. mm. Et en même temps, quand je joue là-dessus, j'aime bien quand il y a autre chose que simplement de la douceur, mais quand on se demande bah, qu'est-ce que ça fait là, est-ce qu'il n'y a pas la peur peut-être de s'envoler, qui est illustrée, Mm. bon, un peu des émotions contradictoires, et c'est ça que j'aime bien travailler. Et on retrouve, c'est vrai, souvent ces émotions, pas ambivalentes, mais en tout cas des contrepoints dans tes images, où on est dans le ressenti, mais qui est souvent euh, contrebalancé, peut-être pas par ce contraire, mais par un sentiment qui vient le compléter ou l'enrichir. Et c'est vrai que là, on a une certaine douceur, mais qui peut se teinter peut-être selon ce qu'on y voit, de nostalgie, de douce tristesse. C'est peut-être une définition de la nostalgie. Oui. Alors, Mm, c'est vrai que, en fait, on est complexe. C'est-à-dire, quand on ressent une mm, émotion, c'est rarement de la joie pure. Enfin, ça peut l'être, hein, mais, ou de la tristesse pure. On est toujours plus compliqué que ça. Et donc, ça me paraît toujours, en fait, quand il y a une émotion, on décrit, mais quand il y a deux émotions, on raconte déjà plus une histoire. Et mm, c'est pour ça que j'aime bien que ce soit ni tout blanc, ni tout noir, avec en plus plusieurs lectures possibles selon effectivement le spectateur et puis selon nous-mêmes. Enfin, je sais que moi, certaines photos, selon les jours où je les regarde, parfois je vais les trouver déprimantes. Je vais me dire, mais pourquoi j'ai fait ça? mm, Et puis je vais la revoir le lendemain et dire, non, ça va, il n'y a pas que de la mm, déprime. Donc c'est aussi ça qui est potentiellement riche en fait, quand on n'insiste pas sur une émotion, mais sur un ensemble mm. de ressentis. Et en tout cas, je trouve que c'est intéressant. Alors évidemment, c'est compliqué de se définir en une seule image et c'est une question piège que je pose. Mais en tout cas, cette image va poser des thématiques, des graines, des petites pierres comme ça, que l'on va retrouver dans le cours de cette interview. Il y a effectivement cette ambiance onirique, il y a la thématique du voyage, de l'évasion, il y a l'ambiance très poétique qui va nimber cette image. Tous ces termes sont importants et tous ces termes, effectivement, on va les retrouver dans le cadre de l'interview. Et peut-être, d'ailleurs, pour faire la transition, puisqu'on parle de rêve, de nostalgie, tu travailles, toi, beaucoup en série. C'est une phase assez importante de ton travail. Et l'une d'elles, une de ces séries, Rivalité, a d'ailleurs donné lieu à un ouvrage qui a été édité aux éditions Nowhere, il me semble, Oui. voilà, qui est d'ailleurs derrière dans la bibliothèque. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur cette série que peut-être déjà les gens connaissent. J'aimerais qu'on s'arrête déjà sur une première image de la série. On en parlera peut-être plus largement par la suite, mais qui est une image où, donc format carré, et tu sembles freiner ou vouloir freiner comme ça la course qu'on imagine d'une horloge qui est aux dimensions gigantesques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette image? C'est une des images où effectivement le sens est assez évident. C'est pas toujours le cas, mais Mm, ici on a effectivement littéralement le poids du temps. Et c'était ça que je voulais montrer. Alors pour la petite histoire, l'idée m'est venue dans un cours de philo qui était interminable, un cours de 4 heures mm, sur les sciences humaines.
Et je me suis pas dit sur le moment que le poids du temps, je le ressentais et donc je voulais le transcrire en image. C'est pas comme ça que je fonctionne, mais quand j'y repense, je trouve ça assez drôle de me dire que j'ai subi le poids du temps littéralement quand j'ai pensé à cette image. Et voilà, en fait, souvent les objets dans mes images jouent le rôle de symbole, c'est-à-dire qu'ils veulent dire quelque chose. Ils sont pas juste là pour habiller l'image, mais ils participent à l'histoire. Et donc, c'est plus ou moins explicite. Là, l'horloge pour le temps, c'est universel et c'est pratique. Et donc, ça transcrit assez facilement cette idée-là, sans doute un rapport un peu conflictuel avec le temps qui passe. Et là, effectivement, on a une horloge qui est une horloge écrasante, énorme. Il y a ta posture dans l'image. Je sais pas si elle a été beaucoup travaillée ou si. Moi, ça me fait penser un peu à la posture d'Atlas qui soutient comme ça le globe. Enfin, quelque chose d'un fardeau qui est extrêmement important et qui est effectivement écrasant. Oui, alors je m'inspire. Enfin, deux choses, c'est qu'effectivement, je suis très inspirée par tout ce qui est mythologie. D'antiquité, donc peut-être bien qu'inconsciemment j'avais ça dans l'esprit, même si c'était pas conscient, mais c'est vrai que là ça paraît évident dit comme ça. Et de manière générale, j'aime bien aussi quand les postures des corps sont lisibles, de manière à pouvoir exprimer quelque chose. En fait, les corps dans mes photos, c'est un peu comme des danseurs. Ils vont prendre des postures qui vont exprimer plus facilement, des postures qu'on prendrait pas dans la vraie vie sans doute, mais qui sont un peu exagérées. Mais comme un danseur va exagérer ses mouvements pour dire quelque chose. Et effectivement, moi je trouve que la pose fait penser effectivement à une danseuse, ou en tout cas c'est une pose qui est très travaillée, quasiment sculpturale. On nous demande, Max, Julot nous demande dans le chat pourquoi l'horloge est à l'envers. Et c'est vrai que c'est une question que je me suis posée moi. À la lire comme ça, l'image, le fait que l'horloge soit inversée, j'avais l'impression de voir au travers du reflet d'un miroir, comme si j'étais de l'autre côté du miroir, un petit peu comme Alice au Pays des Merveilles. Est-ce que c'était une volonté à la prise de vue de ton côté? Non, c'était en fait un hasard total. En fait, je savais que je voulais que le personnage soit à droite, que le temps soit plus écrasant comme ça, mais j'avais pas pensé que du coup j'allais devoir retourner mon image parce que la pièce est dans l'autre sens. J'avais pas pensé. Et donc, en le voyant à l'envers, je me suis dit, zut, il faut que je recommence. Et en fait, je me suis dit que ça avait du sens. Et ça m'arrive parfois de me dire, en fait, l'erreur, finalement, apporte quelque chose. Et si ça fait comme si le temps remontait à l'envers, pourquoi pas dire qu'on voit au travers du miroir, c'est intéressant aussi. Mais, voilà, ça m'arrive parfois de devoir recommencer à cause d'une maladresse, de quelque chose que j'ai pas anticipé, mais j'aime bien quand ça fait partie de l'histoire, en fait, les petites erreurs, les imprévus. J'adore quand ça se produit et que c'est au service du sens. Oui, et bon, là il y a peut-être l'inconscient aussi qui était tapis comme il sait le faire dans l'ombre, et effectivement ça peut être assez signifiant que cette horloge soit à l'envers. En tout cas, je trouve que ça participe à l'histoire que l'on peut se raconter à regarder l'image, et que c'est d'autant plus intéressant. Je fais juste une rapide parenthèse. On a fait une masterclass avec Richard Van Tilk, photographe que j'aime beaucoup, qui a fait de la photo de nuit, et on l'a suivi toute une nuit sur ses prises de vue. On a vu à un moment que c'était au travers d'une erreur photographique qui était née la photo qui finalement était retenue. En l'occurrence, c'était parce que son retardateur avait un problème qui a créé un flou de mouvement finalement sur l'image qu'il a retenue. Tout ça participe quand même à l'acte créatif, qui n'est pas toujours un acte linéaire, qui peut être comme ça semé de petites embûches. Alors, on me dit dans l'oreillette effectivement que de dire que vas exposer à Concarneau, à la galerie, alors Quai Art, si je prononce pas mal. Donc voilà, le message est passé. Et Papy Nanar nous dit que l'horloge inversée évoque pour moi une improbable réversibilité du temps. Oui, c'est ce qu'on souhaiterait faire en fait. Finalement, ça remonte pour voir ce qui s'est passé avant. Et oui, ça peut se voir comme ça. Alors, on va voir une seconde image, une deuxième image plutôt, de cette série Rivalité,
qui va peut-être contrebalancer un petit peu cette première image et ce temps écrasant. C'est une image là que Sylvain va nous montrer, une image qui est tout en légèreté, là où on est vraiment sur un temps qui semble suspendu. On est toujours dans un appartement avec un nuage qui semble flotter, qui flotte d'ailleurs au-dessus du sol, et quelqu'un qui semble alors reposer ou en tout cas sauter sur ce nuage, mais en tout cas qui semble en apesanteur. Il y a beaucoup de légèreté dans cette image par rapport peut-être à cette première qui était plus signifiante immédiatement. Exactement. C'est-à-dire que dans celle-ci, il n'y a pas de concept, quoi. Il n'y a pas d'idée, de message précis. Et c'est effectivement simplement une envie de légèreté, de douceur. Il y a toujours un petit peu cette mélancolie, à savoir, bon, il y a un côté naïf à flotter sur un nuage. Bon, il faudrait bien retomber sur ce parquet qui a l'air bien dur en dessous, et peut-être même qu'il y a des échardes. J'aime bien cette tension-là. C'est pour ça que je voulais qu'il y ait un parquet en fait en dessous. Voilà, c'est une sorte de petit cocon qui est peut-être un peu naïf, un peu illusoire, mais de temps en temps, ça fait du bien, des images aussi douces, c'est-à-dire que les images qui marchent le mieux, entre guillemets, dans les concours, sur Internet, c'est les images qui sont un peu dures, avec des émotions qui sont douloureuses, torturées, et je trouve ça dommage de ne pas valoriser davantage les images légères ou les images qui ont des émotions qui sont positives, entre guillemets, au sens où ça fait partie de la vie. Et c'est pas parce que c'est gai que ça n'a pas de valeur ou que c'est moins profond. Mais c'est toute la difficulté de parvenir à dire quelque chose avec autre chose que de la tristesse, de la nostalgie. On continue sur cette série. Là, on a fait un focus sur deux images. C'est une série qui est assez riche. Est-ce que, quand tu as construit cette série, tu avais, toi, un cahier des charges précis en te disant, pour cette série, voilà la marche à suivre et mes photos doivent répondre à tel critère, ou est-ce que la série s'est construite un petit peu au fil de l'eau? Alors, il n'y avait pas du tout de projet en amont. C'est un peu la particularité de cette série et c'est pour ça que j'ai presque du mal à parler de série, je parle plus d'univers, qui s'est créé un peu de lui-même. Moi, vraiment, ces photos-là, je les faisais une par une et je me suis pas dit il faut qu'elles soient cohérentes. Je les ai commencées, je débutais à la photo, je sais même pas ce que c'était qu'une série, mais la cohérence s'est construite un peu d'elle-même et pour le coup inconsciemment. Maintenant, quand je fais des projets, je réfléchis beaucoup plus parce que c'est un projet qui a un début et une fin. Alors que cette série-là, cet univers-là, je pense que je le renouvellerai toute ma vie. Il y a des grandes tendances, des couleurs qui parfois dominent, mais j'ai pas de projet. Et c'est ça que j'aime bien. Il y a une cohérence, mais en même temps, chaque image fonctionne toute seule, fonctionne indépendamment. Bah, c'est intéressant justement. On a fait une masterclass où on s'est arrêté sur le travail en série avec Julie Poncet, que tu connais peut-être. Là, il y a une série effectivement avec Rivalité, qui est une série qui est potentiellement infinie dans le sens où elle n'est pas narrative avec un début, un milieu et une fin. Mais est-ce qu'il y a quand même pour toi, on a vu là, il y a des dénominateurs communs, c'est des cadrages carrés. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs un choix qui est dicté par la destination de l'image, par exemple sur Instagram, ou si c'est un format qui a un choix en amont. Mais quels sont pour toi les dénominateurs communs où tu dis effectivement cette image va intégrer la série Rivalité? Alors, c'est une bonne question, mais le plus souvent, ce sera qu'il faut qu'il y ait une narration à l'intérieur de l'image. Il faudra que ce soit au fond l'exploration de l'intériorité. En fait, c'est souvent dans ces images, l'extérieur exprime l'intériorité. Autrement dit, le décor, le corps, les accessoires expriment un état d'âme, expriment une idée, une émotion. Et dans sa complexité, dans son ambivalence. Et il n'y a pas de thème, il n'y a pas de message, par exemple l'écologie, ou je sais pas. Et c'est universel. Il faut qu'il y ait cette portée qui soit universelle, intemporelle. Voilà, je dirais que c'est ça. Du coup, c'est assez vague au fond comme démarche. Après, c'est vrai que dans l'esthétique, il y aura toujours un traitement des couleurs assez prononcé. Oui. La participe à l'ambiance. Le format carré souvent, alors qui n'était pas motivé par Instagram, mais j'étais bien contente qu'après Instagram soit en format carré. Pour moi, c'était pratique, j'avais pas besoin de recadrer. C'était plus par affinité au début, le format carré. Je m'y sentais bien. Ça se prêtait bien à faire Enfin, on m'a longtemps dit, c'est pas des photos ce que tu fais, c'est des images. Alors bon, du coup, le format carré, ça
ça jouait ce jeu-là, de se dire, je suis pas dans les formats classiques, mais je suis pas non plus dans des créations traditionnelles, de saisir l'instant. Donc ça allait bien, format vignette, image, un peu peut-être aussi vintage, il y avait un peu tout ça. Et effectivement, il y a des tons comme ça qui sont assez pastels, ou en tout cas, même si les couleurs changent, il y a une tonalité colorimétrique qui, en tout cas, fait visuellement un dénominateur commun dans ces images. Donc là, c'est une série qui se construit. On parle du coup, en parlant de la construction de la série, on parle un petit peu du travail qui est en amont même de la photo. On voit une autre image là de la série avec un enfant comme ça qui regarde et dont on ne peut pas deviner en plus l'émotion de l'enfant. Elle nous appartient à nous, lecteurs. Une montgolfière qui part, on a toujours cette nostalgie. Est-ce que pour toi, le travail en série est justement un travail important? Est-ce que c'est important de travailler en série, et pourquoi? Sur cette série-là, pas forcément, au sens où c'est pas ça qui a motivé la création pour cette série. Ça l'est pour d'autres projets, parce que j'ai quelque chose à dire de plus spécifique et où je veux que ce soit, pour le coup, qu'il y ait un début, une fin, et que chaque photo soit à sa place. Mais là, au fond, vraiment, par exemple, quand on me demande de faire des plans d'exposition, on me dit dans quel ordre doivent être les images, on s'en fiche. Il faut juste que ce soit joli. Mais en fait, il n'y a pas d'ordre. On peut les voir dans n'importe quel ordre. Donc là-dessus, c'est moi ce que j'aime bien, c'est que la série prend son sens a posteriori et puis par période finalement. C'est-à-dire que là, ce qu'on a vu, c'est parmi mes premières photos, celles qui sont effectivement plutôt douces, plutôt pastel. Et puis j'ai une période où j'avais un peu plus dans les tons sombres, un peu plus denses, pas forcément des sujets en eux-mêmes plus sombres, mais par contre sur un traitement un peu plus tamisé, un peu plus dense, des noirs notamment. Donc, elle se construit plus a posteriori, la série. Celle-ci en tout cas. Ouais. J'allais te demander justement, c'est intéressant, s'il y avait des évolutions comme ça dans cette série. Donc elle peut évoluer en tout cas de façon plus ou moins sombre en fonction des moments que tu traverses ou des ressentis que tu as envie de communiquer. Ouais, en fonction des aspirations. On voit aussi que, alors après, je me rapproche, je m'éloigne de mon sujet. Parfois, au début, j'étais assez proche, c'est-à-dire que j'avais des plans, je photographiais que les jambes ou je photographiais que les mains. Et puis après, je me suis éloignée. Et puis j'avais un tout petit sujet dans la nature. Et puis je me suis rapprochée, puis j'étais dehors, puis j'étais dedans. Bon, j'explore un peu tout. En fait, je tourne autour du sujet, mais il est tellement vaste. Enfin, l'esprit humain, c'est infini. Donc c'est tellement vaste et puis on découvre des nouvelles émotions, j'en fais l'expérience chaque jour. Donc ça se renouvelle un peu comme ça. D'accord, donc c'est une série qu'on pourra voir et qu'on pourra suivre encore probablement longtemps. Sans doute. Ouais. Est-ce que moi je rencontre pas mal de photographes et peut-être que c'est le cas de certaines personnes qui nous suivent sur le chat. On se dit effectivement, on sait se servir d'un appareil, mais pas forcément quelle idée véhiculer, transmettre, ou pour le dire de façon plus pragmatique, on ne sait pas forcément quoi photographier. Est-ce que le travail en série, comme ça, par rapport à l'inspiration, là, sur l'inspiration photographique, est un travail qui peut être intéressant parce que du fait de travailler en série, donc, il y a des contraintes qui sont inhérentes à la série. Est-ce que ces contraintes, selon toi, peuvent être source de créativité? Oui, je pense que ça aide à faire en sorte que les images se répondent et en fait à balayer plusieurs sujets ou plusieurs aspects du sujet. Moi, ça m'aide effectivement à creuser un sujet. Donc à me dire, je prends cet axe-là. En fait, c'est un peu comme une problématique en philosophie. On choisit un angle d'attaque et on le creuse jusqu'au bout et puis on apporte une réponse finale. Donc moi, ça peut m'aider en ce sens. Alors là, on a parlé un petit peu du travail en série, comme c'est un travail qui est important et qu'on retrouve véritablement sur beaucoup de tes images. C'est des thématiques qui reviendront. Là, on va aborder une autre thématique qui est celle peut-être de la création numérique. Tes images, le photomontage, ou en tout cas la création numérique, a une part non négligeable dans ton approche de la photographie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Là, par exemple, on voit une image
alors je sais pas, c'est une jeune fille avec un bouquet de fleurs en feu. C'est quelque chose à mi-chemin entre la jeune fille en feu et la jeune fille en fleurs. Est-ce que euh, tu peux nous raconter par exemple comment a été prise et comment a été imaginée cette image? Alors, pour cette image, je voulais effectivement un bouquet de fleurs qui prennent feu, parce que je voulais mettre feu justement à cette image de la naïveté, de la douceur. En fait, j'aime bien cette thématique de derrière la douceur apparente, il y a quelque chose qui est grinçant, il y a quelque chose qui est un peu plus violent et qui s'exprime. Et donc là, c'est effectivement la thématique classique d'une jeune fille, d'une modèle avec des fleurs, et puis finalement, ça prend feu. Alors, quand je sais que je veux faire un montage, et surtout quand il y a du feu, j'essaye de le faire dès la prise de vue parce que plus je photographie les éléments sur place avec les mêmes réglages, avec les mêmes paramètres, plus je sais que je pourrais les intégrer. Et donc, en fait, là, pour ce bouquet, on a mis du papier journal en feu dans le bouquet. Et le montage a consisté, en fait, à simplement retenir les flammes les plus jolies, mais et en fait, à assembler des parties d'image que je préférais sur le visage, sur la robe. En fait, je fais comme un peintre, je garde les parties d'image que je préfère jusqu'à ce que tout se combine. Mais au fond, tout était déjà dès la prise de vue. J'ai juste, oui, si j'ai rajouté de la fumée en post-production, un petit peu, même pas sûr. Je me rappelle plus, mais c'est même pas sûr. Il y en avait en fait beaucoup. Et donc, c'était un peu galère parce qu'en fait, il pleuvait. Bah oui, forcément, c'est pas le jour le plus évident pour mettre le feu à un bouquet. Voilà. Là, quand tu es sur des photomontages, c'est quelque chose qui est pensé de façon très précise en amont, c'est-à-dire que je sais pas si tu fais des crobards, des croquis ou des choses comme ça, ou est-ce que tu te laisses parfois réinventer l'image en post-prod? Alors, j'essaye quand même je suis plutôt méthodique, même très méthodique au sens où si je veux ne pas rater, enfin, je sais que je peux rater l'image assez facilement. Si j'ai un projet un peu ambitieux et que je suis pas méthodique en amont, il y a des chances que je réussisse pas du tout à mener à bien l'image. Donc, je peux faire des schémas très laids, mais au moins qui m'aident à me rendre compte de si ça va pouvoir être réalisable. Et je fais parfois un peu des tests avec des images de stock que j'ai pour voir est-ce que ça va pouvoir s'intégrer. Et après, voilà, j'essaie d'aboutir à cette image que j'ai en tête. Et parfois, je tâtonne, c'est-à-dire que parfois, je vais faire un réglage que je vais aller trop loin sans faire exprès, puis je me dis, c'est intéressant, et puis finalement, je vais complètement changer le fond. Et voilà. Parfois, ça part un peu dans tous les sens sur le moment, surtout quand j'arrive pas à ce que je veux. Mais je pars en général quand même d'une idée assez définie, et en fait, c'est ça qui me guide. Et à un moment donné, je sais quand c'est fini. Je le vois parce que c'est ce que j'avais dans la tête, ce que j'avais dans le cœur aussi. Et quand dans l'écran, je ressens ce que j'avais dans la tête, je sais que c'est bon. Alors, on va voir une autre image qui est une image où l'appareil sur un photo, sur un montage, où effectivement l'image, je crois qu'on a peut-être des petits soucis de connexion à l'affichage de l'image. Voilà, ça va un petit peu mieux. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux même. Où tu es dans un bocal aux dimensions très très importantes et où on ne sait pas trop si tu sors ou si tu pénètres dans l'eau. Est-ce que tu peux nous raconter, pareil, un petit peu les coulisses de cette image? Ouais, je voulais mettre un personnage en bocal. En fait, je voulais ni qu'elle rentre ni qu'elle sorte, je voulais qu'elle soit coincée, quoi, qu'elle s'agite un peu comme un poisson, et qu'en fait, ça sert à rien. Littéralement, c'était ça, c'était un peu de représenter ces moments où on bat des jambes, mais ça avance pas, ça sert à rien. Un peu l'énergie perdue, quoi. Et pour le coup, ça aboutit à un personnage qui finit par désespérer. Et là, mais je voulais, alors, pour faire cette image, du coup, j'ai photographié un bocal sur place. En fait, j'ai mis mes mains dedans pour faire des bulles, pour à peu près représenter le mouvement des jambes. Voilà, on le voit très bien. Et je me suis mise, moi, sur une chaise pour à peu près mimer ce mouvement. Je me suis un peu redressée en post-production, parce que j'étais un peu trop grande pour le bocal. Et en fait, le tout, c'est d'accorder les angles de prise de vue. Donc là, on voit que pour photographier le bocal, je suis plus basse, parce qu'il va être plus grand. Et pour me photographier moi, je suis plus en plongée, pour que ce soit cohérent, en fait, le rendu. Et là, quand tu es sur la chaise, tu as quelque chose pour te maintenir les jambes ou tu as réellement c'est la force des abdos, là. D'accord. Non, je contractais très fort les abdos. Moi, je me demandais si ça avait été en post-production, si tu avais enlevé la chaise qui te maintenait les jambes, et ben bravo.
Bravo sur Non, les non, non, abdos. c'était vraiment. Ouais, je serrais très fort. Alors vraiment, je me mets dans des situations impossibles hein, pour les photos. Je Mm, me mets dans tous les sens, n'importe où, n'importe comment. Mais mm. On va voir là, on est sur, donc on voit un petit peu les coulisses. En tout cas, on arrive à comprendre que il y a la prise de vue d'abord de ce bol et puis après toi, donc, un travail préparatoire. Il y a, si on aborde le sujet de la narration maintenant, et peut-être même autour de ces images, on va en voir quelques-unes. Euh, il y a des décors quand même qui reviennent dans tes images. Là, on voit la femme avec l'horloge c'est la même pièce, écrasante. Ouais, c'est la même pièce. Alors, je me suis posé la question. Il y a d'autres images où peut-être on devine, sinon la même pièce, une pièce qui est assez similaire. Parfois, elle a une double porte, ou parfois c'est ouais. une porte simple, mais où on devine comme ça une fenêtre sur la droite qui donne une lumière peut-être naturelle, en tout cas sur tes images. Je sais pas si tu photographies beaucoup en lumière naturelle d'ailleurs, ou si tu as des éclairages additionnels. Exclusivement, Ouais. exclusivement lumière naturelle. Et c'est du coup, c'est un endroit euh, qui est un lieu qui pour toi, par exemple, le cadre euh, est important parce qu'il permet euh, à la mise en scène d'advenir facilement. Je sais pas comment dire ça simplement. C'est-à-dire que effectivement, là, tu as peut-être un endroit qui est à ton domicile ou en tout cas un endroit que tu connais, qui est un endroit qui se prête bien à la photo et que tu vas essayer euh, de travailler au maximum. C'est ça? Ouais, c'est vraiment un sujet hyper riche. En fait, c'était chez mes parents parce que j'ai commencé Ouais. la photo en étant chez mes parents. Et je me suis toujours demandé, en fait, voilà, un appartement typique de Lyon, oui. Mmh. Euh, je me suis toujours demandé si j'avais grandi dans un autre appartement, et on en discutait avec Julie Poncet notamment, qui a grandi Mmh. dans un appartement très design. Si ça aurait changé ma manière de concevoir, de composer, parce que c'est vrai que là, c'est des appartements anciens, ça se prête complètement à ces mises en scène qui sont intemporelles, un peu vintage, Mmh. et, euh, et ça apporte un cachet tout de suite, en fait, une certaine atmosphère qui va bien avec mes images. Et c'est vrai que maintenant que j'habite plus chez mes parents, j'ai plus les moulures au plafond, j'ai plus de jolis parquets, bah, je suis bien Mmh. embêtée en fait. Je suis obligée de, en retouche, de reproduire un peu cet univers-là quand j'en ai besoin. J'en ai pas toujours besoin, mais je trouve vraiment que ça manque. Et voilà, quand je visite un appartement, je me dis, Ouais. ça manquera Et, pour les photos. et donc, c'est deux appartements différents, là où il y a une double porte et là où il y a une porte simple. Non, c'est le même appartement. C'est Ouais, des pièces différentes. En fait, à chaque fois, je déménage un peu la d'accord. pièce. Ouais, ouais. C'était un grand appartement parce qu'on était une famille nombreuse. Donc, à chaque fois, je déménageais la pièce, je faisais l'espace. Mais franchement, c'était royal pour débuter la photo. J'avais un studio génial avec des grandes Ouais. fenêtres, des voilages. Enfin, c'était trop bien. Mais effectivement, moi je trouve que c'est une idée qui est une idée intéressante et à avoir. C'est-à-dire que des fois, on n'a pas besoin forcément d'avoir son studio photo. On peut trouver un lieu et apprivoiser un lieu autour de nous et essayer de l'habiter à chaque fois et d'y raconter des histoires qui sont des histoires différentes. Euh, Ouais. alors Sabrina nous demande est-ce qu'il t'arrive de prendre des photos de lieux en te disant que tu pourras les utiliser plus tard, peut-être de faire des repérages ou des choses comme ça? Alors je le fais souvent en me disant ah, ça c'est et notamment je l'ai fait dans cet appartement quand je sais que mes parents allaient en partir. Mais j'ai un peu de mal en fait à utiliser des stocks. Je le fais parfois, mais même mes stocks, j'ai un peu de mal parce que j'aime bien avoir l'énergie de la séance. C'est un peu bête, mais j'aime bien Ouais. faire la photo exprès pour. Mais ça m'arrive de recomposer quand même un petit peu par petits bouts, de prendre des petits bouts de moulure ou je sais pas, ou en extérieur Mm. un peu plus aussi. En extérieur, je compose un peu plus. C'est plus facile d'intégrer des personnages. En intérieur, on est quand même souvent assez proche et le montage est vite perçu. Donc je le fais un peu, mais souvent pas pour prendre la pièce en entier, mais pour prendre des petits bouts qui vont apporter un Mm. peu d'atmosphère, un peu de cachet. Mais en tout cas là, c'est vrai qu'il y a du cachet. Hein. C'est un appartement typique d'un appartement lyonnais, lyonnais. Mais ça peut être un appartement haussmannien aussi, comme ça avec moulure et parquet. Il y a le décor, évidemment. Il y a
le personnage aussi, et souvent, c'est des autoportraits. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est un choix ou est-ce que ça révèle simplement d'une nécessité? Tu as besoin de faire une photo, tu as envie de faire une photo. Le premier modèle qui est disponible, bah, c'est toi, donc c'est toi qui poses. Alors, ça a clairement commencé comme ça, à savoir, je m'avais sous la main, donc c'était Mmh. pratique. Et puis, Ouais. autoportrait, ça ne voulait pas dire que Ouais. je montrais mon visage, je le montre très rarement, parce que c'est Mmh. quelque chose que je ne sais pas très bien jouer, parce que pour le coup, autant je sais à peu près jouer avec mon corps, autant le visage, pas forcément. Donc, c'était pas pour me montrer moi, mais c'était pratique. Et puis, bon, quand j'ai pris un peu confiance en moi, j'ai osé demander à des modèles si elles voulaient bien poser pour moi, et j'ai trouvé ça très intéressant. Ça Mmh. simplifie certaines choses, on voit ce qu'on fait. Ça complexifie aussi parce qu'il faut expliquer ce qu'on a dans la tête. Ouais. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis revenue aux autoportraits, peut-être parce que j'essaye de revenir un peu plus à l'essentiel, à ce que j'avais au début. Mais voilà, en fait, c'est deux démarches différentes que je peux faire. Ça dépendra du coup des besoins de la série, si j'ai besoin de sujets un peu différents, ou si c'est quelque chose un peu plus intime. Donc maintenant, j'explore un peu les deux en fonction du sujet. Mmh. Et souvent, sur tes images, comme ça, on te voit, mais on te voit, donc c'est un autoportrait, mais c'est un autoportrait euh, caché quasiment. On te voit souvent de dos, euh, caché, ou en tout cas de trois quarts. Euh, Est-ce que, je sais pas, s'il y a la construction d'un espèce de double anonyme dans tes images, ou c'est pas du tout ça et c'est juste par facilité photographique. Moi, je considère que c'est un personnage. C'est pas Ouais. forcément toujours le même, mais à chaque fois dans l'image, c'est un personnage et c'est pas moi. Parce que en fait, j'aimerais que chacun puisse pas dire c'est En plus, quand je fais la photo, c'est pas forcément mon ressenti du moment, c'est simplement un ressenti que j'ai envie de travailler. Mm. Et c'est vrai que mes parents au début s'inquiétaient quand je faisais des photos sombres, ils me disaient mais ça va. Mais oui, c'est pas parce que j'ai fait une photo Ouais. déprimante que je suis déprimée. En fait, Ouais. ça va. Et, donc oui, c'est vraiment des personnages universels, intemporels. Mm. Alors ça reste une femme, mais les hommes peuvent s'identifier aussi. Enfin, Mm. voilà, il faut que ce soit sauf quand j'ai besoin voilà, de montrer une émotion un peu particulière, de montrer le visage, parfois ça s'y prête et ça m'intéresse. Mais c'est Mm. vrai que le plus souvent, le personnage joue un rôle. C'est pas forcément mon histoire. Et là, on s'arrête pas forcément sur les images pour en parler, mais on a cette personne comme ça sous cloche avec euh, cette cloche qui a effectivement cette fêlure dont on ne sait pas si en fait c'est quelque chose qui va libérer ou qui au contraire peut être un petit peu inquiétant d'un univers qui se morcelle. Il y a toujours cette ambivalence dont tu parlais au début. Alors c'est exactement ça que je voulais montrer avec celle-ci, c'était cette cage qui Mm. représente une sorte de protection mais illusoire, un peu comme des Mm. mensonges qui nous rassureraient et qui se fissurent et en fait c'est inéluctable, ça finira par arriver, elle verra le monde réel. Et donc là voilà, elle essaie de se protéger un peu mais c'est au fond dérisoire. Mm. Euh, et donc oui, il y a ce côté un peu d'un boule de Noël, petite Mm. poupée qui est un peu mignon, mais en même temps il y a quelque chose d'assez assez dur, assez douloureux que s'apprête à vivre le personnage. Mm. Et on retrouve un décor qu'on commence à connaître maintenant en regardant Mais là, c'était chez les, moi. les images. C'était Oui, un précédent appartement. J'étais bien contente, ça ressemblait, ouais, ouais. mais j'y suis pas. Mais je trouve ça assez enthousiasmant en fait de se dire que le lieu de vie peut être un lieu de Mmh. création. Alors des fois il faut qu'il s'y prête, des fois il faut le réaménager pour la photo, mais que ça peut être en lumière naturelle à son domicile qu'on peut créer des images et qu'on Mmh. peut faire advenir des images pour peu qu'on ait l'envie de Mmh. raconter quelque chose et de s'y frotter aussi, hein, tout Alors moi, simplement. ça m'aide en fait d'analyser les lumières dans l'espace, de voir Ouais. un jeu de lumière, mais ça c'est hyper beau, il y a quelque chose à faire, il y a une ambiance. Mm. Et pour le coup, cette contrainte-là, moi, elle m'aide beaucoup. De me dire, bah, Mm. j'ai un mètre carré, là, il n'y a pas beaucoup, mais la lumière est belle. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Ou à Mm. l'inverse, là, l'espace, la tapisserie est belle, mais la lumière Mm. est pas top. Bon, comment je vais Mm. pouvoir m'en sortir? Moi, ça m'aide beaucoup, ça. Mm. Et puisqu'on est sur la question de l'autoportrait et éventuellement du double photographique, il y a une série qui là est une série narrative dont on va juste voir quelques images, mais où vraiment il faut aller voir
sur ton site pour découvrir l'histoire, tout simplement. Puisque là, on est sur quelque chose qui a un début, une fin. C'est une série qui s'appelle Doppelganger. Donc, c'est la question du sosie ou du double. Là, on voit des images qui volontairement ne vont pas du tout teaser d'histoire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quand même cette série? Alors, complètement à part ce projet, et franchement, je ne saurais même pas expliquer d'où m'est venue l'idée. Enfin, si, je vois à peu près, mais c'est venu d'un coup. Et je me suis dit, en fait, je voulais plaquer un procédé classique des livres et des films en photographie, à savoir le procédé qui nous place dans la vision d'un personnage. On croit que ce qu'on nous montre est vrai, par exemple comme dans Fight Club. Pardon pour ceux qui l'ont pas vu, hein, je vais spoiler à la fin. Et à la fin, on se rend compte que on nous avait menti depuis le début et que ce qu'on voyait, c'était l'imaginaire déformé du personnage et qu'il n'y avait pas deux personnes, il y en avait qu'une. Et là, c'est ça, c'est on nous présente deux jumelles en apparence. Et en fait, on va se rendre compte qu'il y en a une qui n'existe pas, qui est dans l'imaginaire du personnage. Et pour montrer ça, j'ai en fait fait des images numériques qui montrent les deux sosies. Et j'ai intercalé ça avec des polaroïdes, des images instantanées, qui révèlent que le personnage est tout seul et qui fonctionnent un peu comme des témoignages. C'est comme si c'était des preuves objectives parce que c'est de l'image instantanée et pas retouchée, alors que les images numériques sont retouchées en fait. C'est le même modèle qui pose deux fois. Ah, c'est le même modèle, c'est-à-dire que moi j'ai cru que c'était des jumelles. Ouais, c'est vraiment faux. Ah non, parce que sinon ça marchait pas, il fallait que ce soit faux. D'accord. Oui, mais je pensais que c'était une recréation où en fait tu aurais pu faire appel effectivement, et c'était une question que je voulais te poser, mais tu y réponds, c'est bien. Savoir si les modèles avaient été difficiles à trouver, parce qu'effectivement il fallait. Et donc d'accord, c'est une seule et même personne. Très facile. Ouais, c'est une seule et même personne parce que alors moi déjà je savais que je voulais de toute façon cette modèle-là, donc ça m'aurait embêté de devoir chercher des jumelles. Là-dessus, moi je voyais que cette modèle. Mais en fait, ça a du sens puisqu'il y en a une des deux qui est fausse, il fallait que je la retouche. Et en fait, sur cette série, il y avait à la fois ce jeu sur la perception et ce jeu sur l'image qu'on a de la photographie. J'ai tellement entendu c'est retouché, donc c'est pas de l'image, enfin c'est pas de la photo. Et ben il y avait un peu ce pied de nez là aussi de dire bah là il y a les deux, il y a des images retouchées et il y a des polaroïdes. Bon bah faites-en ce que vous voulez, mais les images retouchées jouent effectivement le rôle de mensonge entre guillemets et les images polaroïdes argentiques en fait jouent le rôle de preuve objective. Oui, il y a cette lecture aussi et c'est intéressant parce que moi j'ai découvert la série sans en connaître le sujet, c'est-à-dire que je l'ai découvert vraiment comme un spectateur qui va voir Fight Club et qui ne t'a pas écouté durant le live, donc il ne sait pas que tout ça est faux. Et effectivement, ça a son petit. Enfin, il y a le côté où ça marche, où on se dit, mais en fait, on a vu, on est sur l'ami imaginaire. Moi, j'y ai vu la folie quand même, ou des choses qui peuvent être plus sombres et plus inquiétantes. Et toujours ces modèles. Alors la première, ça renoue peut-être avec la première image, avec là des chevelures assez flamboyantes et assez rougeoyantes qu'on retrouve qu'apparemment tu aimes bien en tout cas. Oui, alors c'est une période un peu rousse. Je trouve ça, enfin ça m'inspirait beaucoup. Et là pour le coup, je saurais pas dire pourquoi. C'est simplement que c'est pictural, quoi. C'était beau et ça me changeait. Je crois aussi de mon personnage de brun. En fait, j'ai longtemps eu cette petite brune qui était soit moi, soit ma sœur, soit une modèle, des modèles qui me ressemblaient un peu et on savait jamais trop qui était qui. Et ben là, ça changeait un peu d'énergie, d'émotion. Et en plus, alors toutes les modèles rousses avec lesquelles j'ai travaillé étaient incroyables. J'ai travaillé plusieurs fois avec elles parce que il n'y a pas que les cheveux, quoi. Il y avait tout le reste qui était évidemment parfait. Il fallait que tout soit déjà que j'anticipe les montages. Vraiment, je faisais des petits schémas en me disant alors attention parce que là il y aura une main. Donc j'avais une doublure qui m'aidait et qui m'a aidé en retouche aussi. Pour placer les ombres, pour vérifier tout ça. Donc je faisais à chaque fois la photo avec la modèle toute seule, puis avec la doublure, puis dans l'autre sens, seule, puis avec la doublure. Comme ça, j'avais un peu de tout. Je pensais que c'était une série qui était une série que je voyais narrative et sur laquelle, effectivement, je me disais, bon là, on va pas parler de création numérique ou de retouche. Et justement, ça fait son petit effet de l'apprendre et de voir que effectivement, il y a de la retouche
de la création numérique, mais que toujours c'est une utilisation du logiciel qui est mis au service d'une intention et d'une inspiration photographique. C'est pas quelque chose qui est gratuit ou comme tu disais en début d'interview pour juste faire un effet waouh avec des explosions ou des choses comme ça. Même le feu est fait à la prise de vue. Moi, je pars toujours de l'idée, en fait. Je me dis pas. Alors, il m'arrive parfois d'expérimenter, de me dire je vais tester tel effet, mais en général, c'est pas intéressant quand je fais ça. Il faut que je parte d'une idée, que je me dise mais du coup, j'ai besoin de quoi pour la faire. Et donc, j'ai besoin de quel modèle, j'ai besoin de quel décor, quel accessoire et de quelle technique pour me toucher. Et en ce sens, en fait, j'apprends comme ça, en me disant ah ben j'ai besoin de faire ça, et ben, il faut que j'apprenne cette technique. Et je cherche un tuto, je tâtonne, j'apprends comme ça, et au fur et à mesure, je crée ce que j'ai envie de créer. Et est-ce que là, je sais que tu as d'autres actualités. On va pas forcément. Il y a une exposition voir les images. Est-ce que tu travailles sur d'autres séries dont tu peux juste nous parler du travail en cours que tu as actuellement? Je suis en train de travailler sur une série super secrète. J'ai encore rien montré. D'accord. Je suis en train de la montrer à des proches pour leur demander leur avis. Et donc, aujourd'hui, durant ce live, vous allez apprendre quelle est la série super secrète sur laquelle Julie travaille. Alors, attention, ne révélez rien à la presse, mais le thème est la grossesse, mais sans montrer des ventres ronds. Donc, c'est toujours de manière très... Alors, je vous dis ça, parce que vous verrez rien, parce que je me dirais que c'est trop nul et que c'est pas rien de la montrer. Mais je travaille là-dessus sur qu'est-ce que ça représente, mais vraiment d'un point de vue existentiel. C'est-à-dire pas physique, pas de se dire la grossesse, c'est avoir un gros ventre, mais qu'est-ce que ça représente pour la personne, parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui n'est pas du tout abordé de manière intéressante. Voilà, en gros, pour teaser le truc, c'est soit la grossesse, on me dit c'est magnifique, elle est trop belle, elle rayonne, donc c'est sacralisé, c'est magnifique, soit c'est minimisé, c'est bon, elle est enceinte, on va pas faire des caisses, soit c'est réduit à l'aspect physiologique, à savoir t'as mal au ventre, t'as mal au dos, et puis après il faudra accoucher. Et donc voilà, soit sacralisé, soit c'est minimisé, soit c'est réduit à l'aspect physiologique clinique, et alors qu'en fait c'est rien de tout ça. Enfin si, c'est tout ça, mais c'est beaucoup plus. Et c'est ça qui m'intéresse. Mais voilà, encore une fois, ça se trouve, ça donnera rien, mais je suis là-dessus. Ouais, c'est juste pour teaser, mais en tout cas, et juste une dernière chose, est-ce que c'est une série qui va être une série narrative, un petit peu comme Doppelganger avec un début, un milieu, une fin, ou est-ce que là, tu vas plutôt travailler sur différents éclairages, en fait, sur une même idée? Oui, c'est plutôt ça. Il n'y a pas de chronologie, mais plutôt creuser différents aspects des ressentis à travers des symboles. C'est très symbolique, parce qu'il n'y a pas de femme enceinte en fait sur les photos, mais c'est pas chronologique. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présente avec nous. J'espère qu'on a pu donner, en tout cas, quelques éclairages sur ton travail qui donnent envie à ceux qui le connaissent, de le connaître encore mieux, à ceux qui ne le connaissent pas, de s'y plonger en tout cas, et de voir que voilà, dans la création numérique, toujours cette création numérique peut être légère, peut être souple et pas de prendre le pas sur l'image. Et je trouve que effectivement, dans tes images, elle sert une atmosphère, une poésie et de quelque chose qui de très doux qui en émane, même si souvent c'est pas aussi simple et qu'il n'y a pas une lecture qui est une lecture à un seul degré. En tout cas, merci beaucoup, Julie, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. C'est toujours des moments chouettes qu'on passe et c'est agréable de parler, de discuter avec vous. On essaye de remonter vos questions. Des fois, on les remonte pas tout de suite parce que tout simplement, on sait qu'on va en parler un tout petit peu plus tard. Mais en tout cas, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir partager, échanger et d'avoir un moment ensemble à parler photographie. Merci, oui. Merci de m'avoir invité. Merci à tout le monde. Ouais. À bientôt tout le monde. Merci beaucoup et à un prochain live avec grand plaisir. Au revoir tout le monde. Bonne soirée.